Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage. Et aujourd'hui, sans Sabrina, à qui on fait un petit coucou, nous recevons Marion Trintignant qui est comédienne. Salut Marion. Bonjour. On va faire comme avec tous les autres invités qui t'ont succédé, c'est-à-dire te questionner sur tes goûts artistiques, mais parler de ton actualité également. Et à la fin, bizarrement à la fin, on va revenir sur ton parcours depuis le début. Okay. C'est très logique comme construction. On excuse déjà d'avance les gens qui vont nous écouter parce que vous allez souvent entendre des mots qui veulent rien dire ou des mots qui vont être remplacés par d'autres. Je fais un petit disclaimer pour prévenir les gens. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On vous décodera tout ça. Il y a un lexique à la fin. Allez, on va débuter avec le premier questionnaire qui est donc ton profil artistique. Donc je vais te poser quelques questions en mode interrogatoire et puis il n'y a plus qu'à y répondre. Ok. C'est parti. Quel est ton nom et ton prénom? Marion Trintignant. Ta nationalité? Française. Ton âge? Ça dépend. En audiovisuel, je suis plutôt entre 35 et 45 ans et sur scène entre 8 et 96. Pour une nana de 70 ans, c'est pas mal. Merci. Quelle est ta profession? Comédienne. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Ça fait 20 ans. Ok, tout rond. Eh oui. Ouais. Tes goûts musicaux? Alors, j'écoute beaucoup de rock progressif. Des choses assez longs, répétitifs et sombres. Et dans les jours où ça va mieux, j'écoute plutôt, je dirais, style années 50, 60, tout ce qui est comédie musicale aussi, des choses plus crooner ou disco même, voilà. Ça dépend en fait de ce que je fais, parce que ma musique c'est vraiment un peu ma BO, et donc du coup selon mon humeur, je choisis ma BO, voilà. Est-ce que tu as des films et des séries préférées? Oui, alors j'ai eu un gros coup de cœur pour une série The White Lotus, qui est toute récente et qui vraiment je trouve elle est incroyable autant dans la narration que dans le jeu d'acteur, parce qu'ils arrivent vraiment à jouer sur un registre qui pourrait paraître cliché, mais tout en étant hyper juste, hyper sincère. Et je trouve que c'est hyper difficile d'être aussi sincère avec des personnages aussi hauts en couleur. Et puis c'est très drôle et voilà, les images sont incroyables. Et en film, je dirais que c'est Interstellar. Voilà, qui m'a beaucoup marqué. Pourtant, je ne suis pas du tout film de science-fiction, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci, je suis capable de le regarder plusieurs fois. À cause de la musique répétitive? Peut-être aussi, pas que, mais ça joue. Est-ce que tu es fan de littérature? Alors, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Je sais que l'été, c'était mon moment Agatha Christie. Donc, je m'en faisais à peu près une dizaine dans l'été. Je mangeais Agatha Christie, je dormais Agatha Christie. J'avais vraiment mon bouquin avec moi à table, presque dans la douche. J'étais toujours collée à ça. Et puis après, en grandissant, j'ai un peu plus lâché. Dans les études, oui, bien sûr, parce que j'ai fait une filière littéraire, donc là, j'ai continué à lire. Mais après, maintenant, je lis un peu moins, ou alors c'est plutôt pour le boulot. Quand je fais des livres audio, c'est ce qui me permet de me maintenir en littérature, mais c'est vrai que je lis beaucoup moins qu'avant, parce que je n'arrive pas à me bloquer du temps pour, et quand je le fais, je m'endors. Donc, j'arrive pas à passer ce cap-là. Est-ce que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art? Oui, alors... Pour la peinture, pareil, les musées. Alors c'est très drôle parce que dernièrement, j'ai retrouvé plein de vieux cartons avec de vieux papiers et je me suis rendu compte que j'avais une collection de cartes postales de Van Gogh assez impressionnante. Je ne savais pas. Donc je me suis dit, tiens, en fait, t'aimes Van Gogh? Et je pense que la plus vieille date de quand j'avais 14 ans et que j'étais allée au musée avec ma classe. Donc, voilà. Mais après, j'y vais pas spontanément. Pareil, je suis beaucoup allée pour le boulot, pardon. Ah, le boulot. On a le premier raté du podcast. Allez. Pour le boulot. C'est le festival, c'est parti. Mais après, non, pour l'art, ce serait plutôt pour la danse, ouais. Est-ce que tu es plutôt, en tant que consommatrice, audiovisuel, jeux vidéo ou théâtre? Alors, jeux vidéo, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Si ce n'est que j'ai ma petite Madeleine de Proust, c'est ma Game Boy.
avec Tetris, où en ce moment je me fais une petite partie le soir pour me détendre, mais je m'endors aussi. Mais, mais voilà. Mais sinon, non, jeux vidéo, pas plus que ça. Après, je dirais que je suis plus audiovisuel, parce que déjà je regarde beaucoup plus de films et de séries que je ne vais au théâtre. Mais c'est pas la même chose en fait. Il y a le côté évidemment hyper vivant quand on est en théâtre, mais dans l'audiovisuel, j'ai l'impression quand je suis dans une série qui me plaît vraiment, je vis avec les personnages, je dors avec eux, enfin je suis vraiment avec eux et quand je les retrouve les soirs, j'ai l'impression de retrouver une bande de potes avec qui je vais continuer à vivre les aventures. Selon ce que je regarde, ça peut être glauque, mais mais il y a ce truc-là, ouais, il y a un côté, je sais pas, ça aspire en fait. J'ai l'impression d'être avec eux dans le. Donc, ne regardez jamais Stranger Things avec Marion, par exemple, quoi. Non, mais ouais, si j'accroche à une série, je sais que enfin, ils vont devenir mes amis imaginaires, j'en sais rien, mais ouais, je suis vraiment avec eux. Ce qui ne me le fait pas en théâtre, c'est encore autre chose. Il y a, déjà, les personnes, on ressent plus la personne en face de nous, et je trouve que même si quelqu'un joue très bien, on est plus touché par l'humain qui est en train de jouer, en fait, que par le personnage lui-même. Il y a ce côté-là. Donc, c'est pas la même chose. Pour vraiment le côté immersif, ce serait plus les séries et les films. Après, pour le côté humain, performance ou waouh, je dirais c'est le théâtre. En tant que comédienne, cette fois-ci, tu es plus tournage pour une fiction, un film, pièce de théâtre ou doublage sur un jeu ou un animé? Alors, j'aurais dit, depuis que maintenant je sais ce que c'est que le doublage et depuis que j'en fais, je pense que je mettrais doublage en premier. C'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc où j'arrivais un petit peu à retrouver beaucoup de théâtre en fait, bizarrement, dans la façon d'interpréter, dans la façon d'appréhender un personnage, un nouveau projet. Je sais pas, il y a un truc où même si effectivement on peut recommencer, il faut être efficace de suite. Il faut y aller de suite. Et je trouve qu'il y a ce côté-là en théâtre où on peut pas reprendre la scène une fois qu'on est lancé, le public est là. Et j'ai l'impression que derrière un micro, il y a un peu ce truc-là en fait d'avancer. Plus qu'en tournage où on va recommencer pour des questions techniques, pour soi, pour les autres. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on va recommencer. Derrière un micro, j'ai l'impression que ça dépend plus du comédien. Et du coup, une fois qu'on est lancé, c'est parti. Et ouais, la façon d'interpréter, je pense, sur scène. Vu que sur scène, on a la possibilité de faire, je pense, plus de personnages que dans un film, par le fait d'être grimé, en tout cas à mon niveau. Je trouve que derrière un micro, on a tellement de possibilités. Enfin, c'est juste... derrière un micro, j'ai 5 aussi, et 5 et 96 ans, quoi. Et je passe par tous les âges, et c'est juste génial, quoi. Donc, ça donne une infinité de possibilités. Voilà. Dans un asile psychiatrique, t'es plutôt psychologie, psychiatrie. Merci. Est-ce que tu as un acteur ou un chanteur préféré ou une chanteuse, une actrice préférée? Non, j'ai plutôt des actrices. Non, alors déjà parce que je me souviens jamais des prénoms et des noms, donc il faudrait une photo pour montrer. Non, j'ai pas eu, pas forcément. Je pense que ça a plus été des personnes qui m'ont touchée à un moment donné. Je sais que Isabelle Carré m'avait énormément touchée dans une pièce de théâtre qu'elle avait faite qui s'appelait L'hiver sous la table, que j'avais vue à Montmartre. Et ça a été un espèce de déclic quand je l'ai vue jouer. Elle était incroyable en fait sur scène. Elle a dégagé un truc et je suis sortie de là. Je me suis dit, ok, moi aussi maintenant je veux faire ça, mais je veux faire ça comme métier, pas juste en plaisir ou en hobby. Je veux que ce soit mon métier. Et ça, je sais qu'à un moment donné, pour moi, ça fait partie d'un modèle qu'elle a été à un moment donné, à un instant T. Elle a été une révélation pour moi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je suis pas forcément ce qu'elle fait par la suite. Donc, je pense que c'est plus des coups de cœur, mais je fonctionne beaucoup par coups de cœur, donc c'est plus à ce niveau-là. On arrive au terme de ce questionnaire. Ça va, c'est pas mal, on s'en est bien tiré. Passons à la deuxième partie maintenant. On va revenir sur ton actualité. Donc en ce moment, tu fais pas mal de théâtre, pas mal de doublage. Tu bouges beaucoup pour travailler. C'est quoi ton quotidien en ce moment, en décembre? Alors,
En décembre, c'est beaucoup charger des camions, décharger des camions. C'est mettre une perruque de vieille dame et chanter tous les chants de Noël des chroniqueurs, des crooners, pardon. Mais voilà, Deuxième deuxième. dérapage. Je vous déconne, hein, je vous déconne. Non, non, le mois de décembre, effectivement, il est plus sur les spectacles enfants, parce que du coup, j'ai ma compagnie et on fait énormément de spectacles enfants dans les théâtres, les CE, les mairies, les écoles. Donc, c'est vrai que c'est vraiment consacré à ça. Mais cette année, d'ailleurs, enfin même, je vais dire, ça fait 2-3 ans maintenant que j'ai de la chance, en plus de ça, de pouvoir quand même continuer à faire de l'enregistrement, du doublage ou même parfois du tournage aussi. Ok. Voilà. Pour parler un peu de ce que tu fais en doublage, cette année, tu as enchaîné plusieurs médias, que ce soit l'animation, le jeu vidéo, le film, la série. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents projets que tu as eus en 2023 et même ceux que tu as en cours, sans forcément citer les titres de certains, puisque nous avons une clause. Bien sûr. Mais oui, un petit peu où tu en es, ce que tu fais. Oui. Ouais, je sais pas, plein de choses différentes, mais qui finalement se regroupent. En fait, c'est juste le format qui est différent, mais je trouve que la façon de le faire et de l'appréhender est le même, en fait. Après, le support, il est un peu différent, mais je trouve que déjà en théâtre, selon ce qu'on fait comme pièce, le support, même si ça reste du théâtre, pour moi, le support est différent parce que je vais pas l'aborder de la même façon. Ça veut pas dire que je vais travailler moins sur un projet plus qu'un autre. C'est juste que je vais pas le regarder sous le même angle. Et je pense que là, dans tous ces projets, effectivement, que ce soit du jeu vidéo, de l'animé ou de la série, du film, ou même encore de l'audio description que j'ai fait tout récemment et je n'avais encore jamais fait, ben, je me suis éclatée parce qu'il faut toujours interpréter en fait. Il faut toujours être interpréter et être au service de ce qu'on nous montre à l'écran. Et je crois qu'il y a ce côté espèce de motivation de j'ai envie de servir le projet dans lequel je suis en fait. Donc même si c'est un petit truc ou au contraire c'est quelque chose de beaucoup plus gros, il y a toujours le fait de se dire bah j'ai participé, j'ai mis ma patte dans ce truc-là et ouais, l'intensité du travail est le même. Je pense que c'est juste l'attaque qui n'est pas la même chose. Et puis le support, parce qu'évidemment, en jeu vidéo, on n'a pas le même support qu'en animé, série ou film. Et ce n'est pas la même chose aussi en audio description. Mais j'aime bien parce que ça fait des nouveaux défis aussi et une autre façon de travailler. Du coup, on est obligé de s'adapter hyper vite, tout en essayant de garder le jeu, en fait. Parce que c'est le risque dès qu'on change un peu de cadre, d'être concentré sur le côté technique et de perdre la sincérité ou le jeu. Donc voilà, après un tour de chauffe, c'est reparti. Et tu portes quel regard sur ton année 2023? C'est cool. Non, non, c'est très chouette. Je fais du doublage depuis pas très très longtemps, ça va faire 2-3 ans maintenant, et je trouve qu'en 2-3 ans, j'ai eu la chance de participer à déjà des beaux projets, des gros projets, et puis à plein de choses différentes en fait. J'ai pas été cataloguée dans un seul domaine en fait. Je me suis rendu compte que j'ai pu toucher un peu à tout et que ça a plu aussi, quoi. Qu'il y a eu en face, un déclic aussi en face en disant bah tiens, toi tu dois être fait pour ça, puis tu dis bah non, bah finalement tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est pas incompatible en fait. Je crois que aux États-Unis ils font tout, ils savent tout faire, ils savent chanter, ils savent danser, ils savent jouer et peut-être qu'en France on a tendance à trop se cataloguer sur un Ouais. média, juste une façon d'exercer notre métier, mais en fait, on a plein de choses dans notre métier et c'est bien pour ça que c'est hyper riche et qu'on a des journées complètement différentes. Voilà, d'aller enregistrer en studio et puis la fois d'après d'être devant des gamins habillés en sorcière et puis la fois d'après d'être sur scène pour faire de l'impro. Enfin, ça reste le métier de comédienne en fait et c'est ça qui est juste génial. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer quoi. T'as un personnage qui t'a marqué là ces derniers temps que tu as interprété? Heu, alors je dirais, ouais, bon, il y a mon personnage un peu coup de cœur, qui est Pumpkin dans le jeu vidéo, Have a Nice Day, qui est un personnage hyper kawaii et alors là, je suis trop contente de ce personnage-là parce que, voilà, je pense qu'on doit avoir des petits tiroirs, voilà et ça faisait partie d'un petit tiroir que j'avais et je suis trop contente de pouvoir le sortir et le partager donc c'est cool parce que c'est sorti toute seule donc tout seul pardon, donc ça c'est cool et après un autre personnage où j'étais super fière aussi, c'était de faire un personnage dans un film d'horreur
Et ça, pour moi, c'était vraiment cool parce que ça, j'attendais avec impatience de pouvoir faire ça. Et là, je me suis régalée. De faire la vieille folle, Ah ouais, alors là, mi-gentille, mi-méchante. alors là, c'était mais trop bien. C'est une vieille maison. De plus, j'ai une tendance au somnambulisme, donc il est probable que vous m'entendiez me cogner dans les meubles ou frapper aux portes. Si je surprends l'une d'entre vous se promener dans les couloirs après le couvre-feu, il y aura des conséquences. Tu voyages pas mal pour travailler, que ce soit au théâtre où tu fais tout un tas de villes et même de villages dans la région et même ailleurs. Pour le doublage aussi, tu vas sur Paris ou sur Lyon, c'était même allé jusqu'à Strasbourg. C'est quoi les différences entre travailler à Montpellier dans ton, on va dire, dans ton écosystème que tu connais depuis 20 ans et t'exporter un petit peu Déjà, il y a le plaisir de faire plusieurs choses différentes en fait. Moi, j'ai du mal à rester au même endroit, faire la même chose répétitive. Donc là, avec la compagnie, ce qui est chouette, c'est que voilà, je fais du théâtre, j'ai mon microsystème. Enfin voilà, je suis dans mon monde. C'est pas microsystème que tu as dit, c'est pas grave. Écosystème, je traduis pour les gens. Écosystème. Alors, je tiens à signaler que un jour, un DA m'a dit que vu ce que je disais comme connerie, vu comment je parlais vite, il était très curieux de savoir ce que ça donnait derrière un micro. Donc, soyons rassurés, ça n'a rien à voir. Peut-être me balader dans la vie tous les jours avec un micro avec moi pour pouvoir réussir à parler. Non, mais là, voilà. Là, du coup, c'est autre chose parce que je suis à la maison. Donc, il y a un côté confortable. Donc, je vais aller me mettre en danger spontanément. Je vais aller chercher d'autres choses que je sais pas faire. Je vais essayer de renouveler. Je vais essayer d'avoir une nouvelle casquette. Je me suis réellement mis à la chanson, par exemple, il y a, on va dire, bien 2 ans. Et maintenant, c'est quelque chose où j'assume beaucoup plus et où même j'y vais, quoi. Quand je démarche ou quand je vais travailler à l'extérieur, c'est encore autre chose parce que là, pour le coup, c'est l'inconnu total. Je ne sais pas vers qui je vais. Les gens ne me connaissent pas non plus. Donc, il faut être hyper efficace de suite. Et c'est un nouveau challenge, en fait. C'est de se dire, voilà, il faut que je sois convaincante très rapidement et que quand je repars, les gens, ils gardent un bon souvenir, en fait, de l'échange et du travail que j'ai fait. Donc, c'est encore autre chose. Et je trouve que les deux sont chouettes de pouvoir essayer de rénover ce qu'on a pour pas rester sur de l'acquis et sur du pépère. Je fais la même chose et je m'endors sur mes acquis. Et en même temps, ce côté de allez, j'y vais, je me lance et j'arrive avec mes bagages et je suis juste moi et il faut que ça marche, quoi. Et tu gardes quoi justement de ces rencontres, notamment sur Paris, où t'as forcément côtoyé de nouveaux comédiens, de nouveaux DA, des nouveaux studios. Qu'est-ce que t'en tires de tout ça? J'ai eu de la chance parce que ça a été quand même des super expériences. Par moments, il y a eu un côté un peu déstabilisant parce que ça va vite. Ça va vite, donc ça va être un peu plus froid, un peu plus distant parce que voilà, faut enquiller, faut enchaîner, donc il y a pas le temps de faire connaissance. Donc ça, c'est un peu frustrant par moment de se dire j'arrive, je fais mes lignes et puis je repars, au revoir, merci. Et puis c'est des gens peut-être que je reverrai jamais ou peut-être qu'ils m'appelleront le mois prochain pour bosser, je sais pas. Donc c'est un peu frustrant, je dirais. Mais du coup, ça ramène vraiment au métier de base. T'es là, tu viens faire ton taf et tu t'en vas. Donc c'est voilà. Mais heureusement, tout n'est pas comme ça. Et j'ai eu la chance aussi de revoir des DA qui me rappellent régulièrement et avec qui on crée des liens, voire même d'autres comédiens. Et en fait, je me suis rendu compte que sur Paris, comme on se croise quand même assez souvent, je sais pas, il y a une espèce de soutien en fait. C'est ah tiens, t'as bossé avec machin, ah tiens, moi je vais voir machin, toi tu fais quoi? Et on prend des nouvelles vraiment pour prendre des nouvelles. Et je sais pas, en tout cas je suis tombée sur les bonnes personnes, mais il y a une espèce de déjà les gens ils ont vraiment envie de savoir ce qu'on fait là, c'est pas par jalousie, par intérêt ou par compétition. Comme de toute façon sur Paris, il y a énormément de monde. On sait que de toute façon, on ne sera pas forcément tout le temps pris ou qu'on peut être pris. Enfin, il y a plein de chances, donc il n'y a aucune chance. Du coup, ça laisse quelque chose d'assez neutre en fait. Il y a, enfin, en tout cas, tous les comédiens et comédiennes que j'ai rencontrés là-bas, il y a toujours eu un échange. Alors, c'est pas des gens avec qui j'ai forcément gardé contact, d'autres si, mais pas tous. Mais je sais pas, il y a un côté, on sait que de toute façon, on est tous dans la même galère, ou on a eu tous la même chance, ou donc, il y a pas de jugement. Quand on est dans un espace qui est plus petit, on connaît bien les gens, on sait ce qu'ils font, on connaît presque même leur vie privée. Et tout de suite, je trouve que ça devient un peu plus difficile. Donc, c'est vrai que de bosser un peu à l'extérieur de la région, ça m'a fait du bien aussi parce que là, tu arrives, tu fais ton taf, tu rencontres, hop, c'est ponctuel et c'est chouette. Et après, on passe à autre chose. Il y a pas, ça fait
du bien aussi. De voir de nouvelles têtes. Un truc dont on n'a pas beaucoup parlé encore jusque-là, qui fait partie de ton actualité cette année, c'est la chanson. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton album? Oui. Alors, voilà. Et là, elle est méga gênée. Non, alors, en fait, dans les spectacles que j'ai pour enfants, que j'écris, je mets en scène et je joue dedans, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Je le fais avec mon collègue Gilles Serna, qui lui, à la base, est musicien et compositeur. Et c'est pour ça aussi que qu'on s'est mis à bosser ensemble. Moi, je faisais la partie théâtre et lui la partie musicale. Et donc, on essayait toujours de mettre des chansons dans nos spectacles. Et puis, au bout d'un moment, à force de spectacles, on commence à avoir une petite quinzaine de morceaux. On s'est dit, ce serait dommage de pas en faire quelque chose, en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a toujours poussée à y aller parce que j'étais hyper timide en chanson. J'osais pas. Alors, sur scène, ça va parce que je suis en personnage et c'est, ça fonctionne. C'est pas un concert, donc ça marche. Et puis finalement, je pense que c'était il y a à peu près 3 ans, je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de révélation, de déclic où je me suis dit, mais en fait, je kiffe chanter, je veux chanter. Je dis pas que je suis chanteuse, mais tout d'un coup, je me suis, je sais pas, sentie plus légitime ou je me suis dit, j'ai envie d'y aller. Et en fait, ça a ouvert une espèce de porte qui fait que maintenant, quand je chante, j'y vais. Alors. Peu importe si on aime ou pas, je suis pas une grande chanteuse, j'ai pas fait de comédie musicale, j'ai pas fait ce genre de choses, mais par contre je sais que je m'éclate et que je découvre un peu finalement ma voix aussi. Peut-être qu'en ayant fait aussi pas mal de choses, rien qu'avec la voix, ça m'a permis aussi d'ouvrir quelque chose, physiquement, je parle, et puis peut-être d'ouvrir quelque chose aussi dans le fait de se dire, ma voix, je peux l'utiliser de plein de façons, et pourquoi je me mettrais pas à chanter, quoi. Donc voilà, on a discuté du projet, et on a fait un album qu'on a enregistré en studio, avec un réal qui vraiment a été top parce qu'il a vraiment pris nos chansons de base, mais il les a, il en a gardé vraiment toute l'essence même du projet, que ce soit la mélodie, que ce soit la rythmique, que ce soit les paroles, mais il a vraiment, il a réalisé un album, quoi. Donc c'est Philippe Iminski qui nous a fait un super boulot, et puis voilà, on a fait un vrai truc, quoi. On est allé le faire masteriser, mixer, enfin je veux dire, on a fait un vrai album avec un vrai livret, des dessins, pareil avec une dessinatrice. Enfin je veux dire, on a vraiment on y a mis tout notre cœur, et je suis super contente de ce petit bébé qu'on a fait. Maintenant, pour le moment, il est un peu en pause, si, en levant la sortie des spectacles, parce que c'était l'idée aussi, parce que beaucoup de gens nous demandaient si on avait des CD de nos chansons qu'on chantait pendant les spectacles. Mais il est sur les plateformes aussi. Mais maintenant, ouais, il est sur les plateformes, on peut l'écouter, et voilà, j'adore voir qu'on peut mettre ma chanson en story sur Instagram, sur Facebook. C'est une petite satisfaction personnelle. La petite mégalomanie du comédien. C'est ça. À Noël, j'étais entre Tino Rossi et George Michael, donc je suis désolée, dans la compile Noël. J'étais hyper contente de voir ça sur, je crois que c'était Spotify. Donc, ah ouais, carrément. Ah ouais, là c'était ma petite victoire. Bon, très bien, on va passer à la 3e partie maintenant. On va revenir sur ton parcours depuis tes débuts. Ouais. Maintenant qu'on sait un petit peu ce que tu fais, quels sont tous tes talents et tes activités actuelles, comment on en est arrivé là? Déjà, d'où est-ce que tu viens? Alors, je suis née à Nîmes. Pas de chance. J'ai grandi un bout à Montpellier, un bout dans la région parisienne, pour revenir dans le sud et maintenant faire un peu de tout. Paris-Montpellier. À quel moment tu t'es dit que tu allais démarrer le théâtre? Ce que j'estime, moi, être tard, non, plus maintenant on va dire, mais ça a été au lycée. Ça a été au lycée parce que avant, faire du théâtre pour moi c'était juste pas possible, trop timide, trop renfermée, trop à pas vouloir être avec des gens de mon âge, trop. Enfin ouais, j'étais assez timide, donc faire du théâtre avant c'était pas possible. Et puis c'est le lycée en fait, en passant par le côté scolaire, de me dire tiens, il y a une option théâtre. Si je redouble, je prendrai l'option théâtre. J'ai redoublé, j'ai pris l'option théâtre.
Voilà, c'était Donc ça n'a strictement rien à voir avec, par exemple, l'influence qu'aurait pu avoir ta famille sur ça, parce qu'on rappelle que tu es donc de la famille de Jean-Louis Oui. Trintignant. Il n'y a pas eu d'influence de ce côté-là. Alors, non, pas réellement. Alors, peut-être après, parce que plus petite, non, je n'ai pas forcément vu l'influence. Et en plus de ça, dans ma famille, que ce soit connu comme Jean-Louis et Marie ou moins connu comme ma mère et ma grand-mère, j'ai toujours été dans le théâtre, en fait. J'en ai toujours entendu parler. Moi, je sais qu'à une époque, même en étant déjà en bossant et en étant intermittente, ma mère faisait plus de spectacles que moi. Elle en faisait en amateur, mais elle faisait tous les festivals, elle bougeait beaucoup. Mes grands-parents du côté de ma mère en faisaient aussi. Évidemment, Jean-Louis et Marie, forcément. Donc, ça a toujours été un peu quelque chose de normal dans la famille de faire du théâtre. Voilà, j'ai pas assisté. Je peux pas dire que j'ai assisté à des tournages, que j'étais vraiment dans ce milieu-là, mais c'est quelque chose dont on parlait tout à fait normalement, comme n'importe quel autre métier en fait. C'était un métier qui paraissait comme n'importe quel autre métier. Voilà, il y avait pas de bizarrerie à être dans le théâtre. Voilà. Donc t'as pas suivi spécialement les traces donc de tes aînés. Et même dans la construction de ta carrière, finalement, tu pars de Paris pour aller à Montpellier, donc tu reviens un peu dans les racines locales de la famille, mais tu suis pas vraiment le reste de la famille sur Paris qui travaillait là-bas à ce moment-là, quoi. Non. En fait, j'en faisais vraiment au théâtre, enfin au lycée. J'en faisais aussi en amateur après dans une troupe, pardon, là où je vivais. Et à cette époque-là, en plus, j'étais sur Paris. Et en fait, c'est juste que c'est un peu venu à moi dans le sens où je me suis rendu compte que je mettais plus d'investissement dans ma répétition de théâtre que dans mon bac, ce qui a affolé ma mère, par contre, pour le coup, et que j'y passais vachement plus de temps alors que c'était une troupe amateur et qu'on avait juste le spectacle au mois de juin à la fin de l'année et qu'accessoirement, il y avait le bac à côté. Mais par contre, c'est que une fois que je me suis retrouvée sur scène, il y a eu une espèce de truc de déclic, de choses qui s'est passé qui font que là, ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, je vais pas pouvoir m'en passer. Enfin, c'est pas possible. En fait, je peux pas m'arrêter. Donc, j'ai cherché à d'autres troupes parce qu'il se trouve que je suis descendue sur Montpellier à ce moment-là parce que Paris me paraissait trop grand, en fait, justement. Ça me faisait peur, c'était trop grand, je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais un peu la trouille, quoi. Donc, je me suis dit, on verra bien. Et c'est une fois que je suis arrivée sur Montpellier où ça m'a paru plus accessible, où tout d'un coup j'ai compris qu'on pouvait en vivre sans être une méga star. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et c'est une fois que je me suis lancée sur Montpellier et que j'ai bien fait mon réseau et tout, je me suis dit maintenant je vais être une star. Donc maintenant je rentre à Paris. Non, mais blague à part, mais voilà, je crois que ça m'a. J'ai suivi presque un truc un peu scolaire, un peu. Ouais. Mais j'ai toujours été hyper entourée de ma famille, que ce soit ma mère évidemment ou même Jean-Louis qui m'avait dit mais vas-y quoi, si tu veux faire ça, fonce quoi. C'était normal en fait. Et là donc peut-être quelque chose que les gens savent un peu moins, en tout cas je pense les gens de notre génération, dans ta famille il y a donc une grande partie de comédiens, mais il y a aussi une grande partie de pilotes de course. Pour rappeler un peu aux gens qui nous écoutent, Maurice Trintignant était un pilote de Formule 1, le premier pilote français chez Ferrari, et le premier pilote français a gagné une course automobile. Est-ce que pareil il y a eu une influence là-dedans ? Est-ce que tu en as beaucoup entendu parler ? Est-ce que tu as grandi dans les voitures ? J'ai plus grandi dans les voitures, je pense, que dans le théâtre, du côté de mon père, du côté de Jean-Louis. Du coup, j'ai plus entendu parler presque de la voiture que du théâtre. Moi, quand j'étais petite, je faisais les rallyes avec mes parents, quoi. Mon père était pilote et ma mère copilote, donc voilà. Okay. À l'époque, les enfants avaient le droit d'être à l'arrière. Et pourquoi t'as la voiture que tu as aujourd'hui ? Après, j'aurais très bien pu me lancer dans une carrière automobile. On t'a vu dans des pubs Renault. Alors, je tiens effectivement à préciser quand même que pour le coup, effectivement, je sais pas s'il y a ça dans les gènes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est effectivement, j'étais bercée là-dedans. Mais j'avoue qu'un jour, j'ai fait une pub justement pour Renault et je sais que à la technique, c'était grosse pression parce qu'ils avaient accroché à côté du pare-brise, sur le rétroviseur, une énorme caméra dont le prix, je ne veux même pas le savoir. Et en fait, ils m'ont dit, vas-y, maintenant, j'avais le réal qui était derrière dans le coffre, en fait, et qui me donnait des conseils. Et en fait, ils étaient hyper flippés parce qu'évidemment, ils se sont dit, sur les castings, la nana, elle a mis qu'elle savait bien conduire, qu'il n'y avait pas de souci.
Et je n'ai eu mais que des compliments. Donc je fais du car to car. Ah ouais. Voilà. Et tout a été fait en réel, quoi. Donc j'avoue que j'étais quand même assez fière de cette expérience parce que finalement j'ai eu je jouais sans parole, quoi, mais c'était que du visuel puisque c'était une pub. Mais je sais que j'ai eu de super bons retours sur ma façon de conduire et de me. C'est peut-être les seuls à te le faire. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu quelques expériences. C'est pas vrai. Là, non, mais voilà. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, ça a aussi bercé mon enfance, ça, bien sûr. Parce que, oui, ça, c'était quelque chose dont j'ai autant entendu parler. Mais pareil, c'était presque normal, quoi. Les courses auto, les Formule 1, tout ça, c'était normal aussi. Normal, ouais. Ok. Donc, on a parlé de comment tu es arrivé au théâtre, à pratiquer la comédie sur les planches, mais de manière professionnelle, comment ça démarre? Ça démarre parce que je passe un casting pour une troupe sur Montpellier, la Compagnie du Capitaine, pour faire des remplacements en fait. Et ça fonctionne. Et je remplace. Et en fait, tous les premiers rôles que j'ai eu en théâtre, ça a toujours été des remplacements. Pareil avec une compagnie de jeunes publics, c'est Nos Folies. Ça n'a été que des remplacements. Donc j'ai fait, j'en ai fait pas mal. Jusqu'au jour où on m'a dit, maintenant, on donne un rôle. et voilà. Mais en fait, ça a commencé au théâtre et très rapidement, je me suis mise à tourner, en fait. Donc, la première année, j'ai fait quasiment autant de tournages que de théâtre. C'est très intéressant. C'est à ça que je voulais venir. C'est assez rapidement dans ta carrière, quand on feuillette un petit peu ta filmographie, on se rend compte que tu as un rôle dans Plus belle la vie, au début de la série, où tu campais un personnage qui avait l'air à ce moment-là assez important. Tu peux nous parler de cette expérience-là? C'était très drôle parce qu'il fallait avoir 17 ans, âge que je n'avais pas du tout, mais je faisais quand même très jeune, donc ça passait. Bon, après j'allais voir les forums et c'était assez rigolo parce que il y en a autant qui me critiquaient que d'autres qui au contraire disaient non, elle est trop bien, il faut la garder et tout. Et là ça a été génial parce que c'était pas mon premier tournage, mais ça faisait quand même partie des premiers. Et c'est vrai que les premiers tournages que j'ai fait, ça a été un rôle important dans Plus belle la vie, ça a été un des premiers rôles sur un docu-fiction pour France Télé en prime time, donc ça a été des gros trucs. Et alors là, je ne sais pas si j'ai loupé le coche ou pas. Voilà, ce truc où on se dit tiens, j'ai pris cette route plutôt qu'une autre. À l'époque, je commençais tout juste en fait à essayer d'avoir mon intermittence, et donc il fallait bien que je bouffe. Donc j'avais un boulot alimentaire à côté. Je travaillais dans un collège et je m'occupais des enfants en difficulté. Et le problème, c'est que ils m'ont Plus belle la vie m'a rappelé pour réenquiller sur 2 semaines. Et me réenquiller sur 2 semaines, ça voulait dire laisser tomber le collège à ce moment-là où je m'étais engagée et qui me faisait vivre quotidiennement, quoi, même. Voilà. Alors que Plus belle la vie, je savais pas si ça allait démarrer. Ça aurait pu effectivement démarrer et continuer. Mais voilà, je me suis retrouvée devant un choix très difficile à faire. Et puis, j'ai choisi le fait que je m'étais déjà engagée auprès du collège et le fait que c'était ça qui, à l'époque, me faisait bouffer. Et donc, j'ai dit que j'étais pas disponible. Et à ce moment-là, quand on n'est pas disponible, c'est au revoir. Ah bah oui. Donc, ce qui est très rigolo, c'est que pendant très longtemps, ça a été mon nom qui est resté sur le personnage de Pauline. Et donc, j'avais des gens qui m'ont envoyé en disant, je vous ai vu. Je dis, non, mais c'est plus moi, Pauline, en fait, parce qu'évidemment, ce personnage est resté, mais il a été changé. Ils ont pris une autre comédienne, quoi. Pendant longtemps, j'ai regretté parce que je me suis dit, j'ai loupé le coche. Mais bon, à ce moment-là, c'était peut-être le choix peut-être trop raisonnable à faire, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ce choix-là que j'ai fait. Et voilà. Donc pendant toutes ces années, tu te produis donc au théâtre, beaucoup d'improvisation dans la même compagnie, de temps en temps une petite fiction ou une pub à tourner, et tu bifurques sur le doublage. Comment ça démarre tout ça? Ça démarre avec le livre audio en fait. Alors moi par contre pour le coup la voix c'est vraiment un truc qui m'attirait depuis super longtemps, mais pas forcément faire du doublage, d'animé, ce genre de choses. C'était tout ce qui était documentaire, livre audio. Je sais pas pourquoi ça me passionne. Je trouve ça juste génial à faire le plaisir de lire, j'en sais rien. S'il y a des DA qui nous écoutent, faites-lui un documentaire par pitié. Parce qu'on entend ça à peu près toutes les semaines. Non, mais après, interpréter un personnage, c'est génial, mais et au contraire, je me régale en série. Mais c'est vrai que j'éprouve beaucoup de plaisir aussi à lire un livre audio à faire un livre audio et puis à faire des choses de documentaire et tout ça. Donc c'est passé par là en fait au début où j'ai passé des castings et j'ai été repérée comme ça et j'ai pu bosser du coup pour Audible. Et j'ai fait pas mal de livres audio avec eux. Et de là, je me suis dit, allez, mince, je vais démarcher un peu les studios pour voir un peu
si je peux pas aller plus loin avec ça, quoi. Parce que ouais, je me suis rendu compte que je m'éclatais en fait. C'était vraiment. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir derrière un micro en fait. Voilà, il y avait un côté de se montrer sans se montrer et en fait ça m'a bien plu. Est-ce que le fait d'avoir tourné face caméra a influencé ton jeu derrière un micro et inversement? Alors, bizarrement, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que je me suis retrouvée derrière un micro. Alors, pas forcément là pour le coup en livre audio, mais pour les premières séries que j'ai faites, Fisk et Aftertaste, avec Audio Workshop. En fait, c'était mes premiers doublages et j'ai eu l'impression d'arriver à la maison en fait. Alors je dis pas que c'était facile ou que j'ai fait des choses extraordinaires, mais ça me parlait. En fait, je voyais exactement ce qu'il fallait faire. C'était comme si j'en avais fait depuis hyper longtemps. Et je me suis rendu compte presque que ma façon d'aborder le personnage ou de jouer était moins artificielle que ce que je pouvais faire derrière une caméra. Et que par contre, ce que je faisais sur scène alimentait ce que je pouvais faire derrière un micro. Donc ça a été en fait une équation assez étrange parce que je m'attendais pas à ce que déjà le théâtre m'apporte des choses pour jouer mes personnages derrière un micro et je ne pensais pas que derrière un micro, au contraire, ça allait avoir une influence sur les tournages parce que je sais qu'après avoir fait pas mal de doublage, je me suis rendu compte que derrière une caméra, mon jeu avait changé et il était influencé par ce que je faisais derrière un micro et tant mieux d'ailleurs. Est-ce qu'on retrouve un peu le même parallèle entre les livres audio et les spectacles pour enfants que tu fais régulièrement au théâtre? Dans les livres audio, alors c'est le théâtre qui a plus influencé le livre audio pour l'interprétation des personnages, parce que effectivement, quand on lit, même si on n'est pas en mode théâtre et qu'on doit pas le jouer, on doit quand même interpréter de façon assez claire pour que la personne qui écoute sache qu'on a changé de personnage et s'y retrouve dans l'histoire. Donc je sais que je puise dans mes personnages de théâtre pour alimenter le livre audio. Après, le livre audio, ça c'est un truc que je fais depuis super longtemps avec ma meilleure amie. Quand on partait en vacances, on avait pris pour habitude que je lui lise les livres quand on était en vacances. Et parce qu'un jour, elle lisait quelque chose que j'avais déjà lu. Je dis, ah, tiens, voir, il est super. Elle m'a dit, bah, tiens, lis-le-moi. J'ai fait si tu veux. Et en fait, elle s'est tellement éclatée. Et je me suis tellement éclatée à lire que je me suis dit, waouh, je veux lire des livres aux gens. Donc ça vient de là. Est-ce que tu as, au milieu de toutes ces disciplines, un projet ou un personnage ou un truc, vraiment un moment même, ça peut être en dehors de la scène ou de la cabine de doublage, qui t'a vraiment marqué, un truc important, un tournant pour toi, quelque chose de fort? Oh, j'allais dire mes premières fois, mais Peut-être pas comme ça. Peut-être agrémenter la phrase, s'il te plaît. j'allais y venir. Non, je pense que c'est la première expérience qui a été un déclic. La première fois que je me suis vraiment retrouvée sur scène, pourtant c'était devant le lycée en plus, c'était spectacle de fin d'année, donc avec le lycée. On a joué sur une scène nationale d'ailleurs dans la région parisienne et il y avait 500 personnes dont tout le lycée, ce qui n'est pas le public le plus facile. Et je sais pas, ça a été une espèce de révélation à ce moment-là où ça a été hyper marquant. Je pense que la première fois que j'ai enregistré un livre audio, ça a été la même chose. La première fois que j'ai fait du doublage, ça a été, en fait, c'est des explosions à chaque fois qui font que du coup, ouais, c'est quelque chose que j'essaie de retrouver toujours, même si ça fait plusieurs années maintenant, de garder toujours cette petite explosion au moment où je fais le truc, en fait. Et c'est pas un nouveau monde que tu découvres justement à travers le doublage. Bon, certes, où il y a énormément d'envie, de passion, d'espoir, mais aussi des fois des difficultés comme par exemple la concurrence. On a parlé de ça avec d'autres comédiens et comédiennes qui sont venus dans le podcast. Le discours est assez souvent le même. Aujourd'hui, la compète, elle est super dure. Oui. Et ça, c'est peut-être un truc difficile à vivre au quotidien ou... La concurrence, de toute façon, je pense que dans notre métier, elle y est tout le temps, qu'en fait. Elle y est depuis le début, que ce soit en théâtre ou en film. Le nombre de fois où on se fait refouler sur un film parce qu'on n'est pas assez ceci, trop cela, j'irais presque dire, c'est pas que le jeu est secondaire, mais pour un même jeu, évidemment, ils vont prendre celle qui ont les cheveux plus longs, plus courts, plus grandes, plus petites, parce qu'elle va mieux correspondre, parce que son partenaire, il est comme ça et qu'il faut faire un bon mélange, il faut que ce soit cohérent. Donc, on est toujours en concurrence d'eux, quoi. Je crois que les castings où on arrive dans une salle et on voit c'est les mêmes gens que nous,
mais avec ça en plus, ça en moins. C'est terrible qu'on a l'impression d'avoir des clones, mais un peu mal faits, en fait, et que donc, du coup, c'est nous, mais en plusieurs exemplaires, mais différents, quoi. C'est assez troublant. Avec la voix, c'est encore autre chose, parce que pour le coup, le physique, on lui fout la paix, à peu près. Mais oui, bien sûr qu'il y a toujours de la concurrence, et ce qui est difficile, c'est qu'on se rend compte que c'est pas... Il n'y a pas que le talent qui ouvre les portes, en fait. C'est vraiment être au bon endroit, au bon moment, c'est le coup de chance. Après, une fois qu'on a la porte qui est ouverte, évidemment, le talent, il faut y aller, il faut réussir son truc, et les mecs y rappellent. Mais déjà, pour démarrer, pour que quelqu'un ait envie de vous faire confiance et vous ouvre la porte, c'est hyper difficile. Si on n'est pas un peu accompagné, enfin, de tout ce que j'entends et de tout ce que j'ai pu vivre ou voir, c'est le bon endroit au bon moment, quoi. Et on loupe là, eh ben, on l'aura peut-être après, on ne sait pas, en fait. Presque le métier en lui-même, à ce moment-là, enfin, la base du métier qui est d'interpréter, qui est notre voix, notre façon de jouer, elle est presque en dessous, en fait. Je trouve, elle arrive en second plan, en fait. Et c'est ça qui est difficile, parce que des fois, on se dit, merde, j'ai l'impression que ce que je fais, ça marche, il y a pas de souci, les gens sont contents, mais j'étais sur le trottoir de gauche alors qu'il fallait que je sois sur le trottoir de droite, quoi. Et là, on se dit, bah, je me suis trompée de bâtiment, ou j'ai dit bonjour à machin alors qu'il fallait dire bonjour à machin. Enfin, et c'est terrible, quoi, cette espèce de jeu de non-hasard, en fait, ou d'opportunité. C'est assez troublant. Donc on se dit, bah, du coup, c'est un peu comme le loto, j'ai peut-être une chance de jouer et de gagner à un moment donné. C'est mais... quelque chose qui peut changer le quotidien un petit peu, qui impacte ta vie au quotidien. Parce qu'il y a d'autres comédiens ou comédiennes qui, pas forcément ici, mais m'en ont parlé en dehors, où ça peut devenir pour certaines personnes soit un faux problème, quelque chose dont ils se foutent royalement et ils vivent ce qu'ils ont à vivre, soit quelque chose de très stressant au quotidien. Oui. Oui, c'est très stressant au quotidien parce qu'on a tendance à se remettre en question, en fait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à me remettre en question. Si ça le fait pas, ou si ça a pas... S'il y a un truc qui s'est bien passé puis que j'ai pas de nouvelles après, je vais me remettre en question. Je vais pas me dire, bah, le mec, il a zappé que t'étais là et qu'il pouvait t'appeler, ou entre-temps, on lui a dit, prends plutôt machin, ou tiens, il y a quelqu'un d'autre qui a saisi une opportunité où t'étais pas là à ce moment-là pour la saisir toi. Mais c'est pas ça à quoi on pense. On se dit, bah, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me remets en question, parce qu'on a rarement un retour de ce qu'on a fait. On a un retour sur place, mais sur place, il dépend de tellement de choses. Il suffit qu'il y ait un souci technique, un problème de retard, un truc un peu indépendant de notre volonté, et ça met l'énergie de l'enregistrement un peu à défaut, alors qu'en fait, le DA, il n'y a pas de problème, l'ingé son, il est au top, et puis toi, t'arrives, t'as fait ton truc, mais il y a eu une addition qui s'est mal faite, en fait. Et les gens, ils vont rester sur cette addition-là, alors que tu reviens demain, tu refais la même, et ça n'a rien à voir. Et ça, c'est ça qui est difficile. Et sur Paris, comme on est très nombreux, ils s'embêtent pas à essayer il y a pas de rattrapage, en fait. C'est ça le truc. Et ça, c'est une grosse pression, parce que t'as l'impression pas de jouer ta vie, mais ouais, tu joues un peu ta carrière. À chaque fois que tu y vas, tu te dis, bon, bah, faut que je donne tout maintenant, comme ça, au moins, s'il y a pas de suite, j'ai pas à regretter. J'aurais tout donné, et après, le reste, ça dépend plus de moi. Enfin bon, pour arriver à cette distance, faut travailler un peu sur soi, quand même. Et t'as des envies d'évolution? Est-ce que t'as des projets futurs par rapport à ça? Par rapport au doublage, ou de façon... La comédie ou le doublage Ouais, bah, toujours plein de choses. Ouais, bien sûr, il y a plein de choses maintenant que je commence un peu à toucher à tout en doublage. Il y a des choses qu'on a envie de connaître et de faire un peu plus, quoi, d'avoir un rôle récurrent. J'en ai fait un dernièrement, mais c'est juste le pied, quoi, d'accompagner son personnage épisode après épisode, de vivre avec lui, c'est le top, en fait, parce que pour le coup, on crée vraiment quelque chose. C'est un peu nous. Je comprends mieux maintenant certains comédiens qui sont dans le métier depuis des années, et quand ils sont la voix officielle d'eux, c'est pas une autre partie de nous-mêmes, mais bon, voilà, il y a je sais pas, c'est assez magique et assez fou. Et pour l'avoir fait, là, d'avoir découvert ça, je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Donc ça, oui, bien sûr que j'ai hâte de pouvoir recommencer avec un nouveau rôle récurrent, quoi. Et si, être la voix officielle de quelqu'un. Alors ça, j'avoue que ce serait le pied. Ça, le truc de se dire, ouais, moi, je suis la voix officielle d'Atel. Mais parce que, je pense, c'est parce qu'il y a ce côté aussi de continuité, en fait, de créer un lien, en fait, artistique avec quelqu'un, parce que du coup, on est au service de la personne qui joue, et on a juste envie d'être de tout lui donner pour pas gâcher la VF. En fait, on a envie d'être à fond pour rendre hommage à son jeu, quoi. Donc voilà, vraiment dans le doublage, ce serait
et le documentaire. Parce que j'adore raconter des choses et ça m'éclate. Est-ce qu'il y a des comédiens, des comédiennes plutôt, que tu as doublé dans certains films ou projets récemment, dont tu aimerais, pour lesquels tu aimerais être rappelé en tant que voix justement officielle, ou enfin en tout cas on peut pas dire que c'est voix officielle, il n'y a pas de contrat qui vous lie aux comédiens, mais une voix récurrente, voilà. Ouais. Oui, parce que c'est des personnages où c'est des timbres de voix ou des choses que j'ai l'habitude d'interpréter et dans lesquelles je me sens bien et qui sont intéressantes à évoluer sur du long terme en fait. Voilà, ça veut pas dire rester sur ses acquis, mais au contraire de pouvoir faire avancer ces personnages-là. Donc il y a le personnage que j'avais dans Fisk de Rose où je me suis régalée et je pensais pas que ce personnage me toucherait autant ou je me sentirais autant avec elle. Et ça, ouais, ça j'ai adoré. J'ai adoré interpréter, enfin doubler cette actrice. Sortez de mon cadre, sortez de là. Je travaille. Allez, sortez, partez. On recommence. Allez. Ne te regarde pas, Rose, regarde l'objectif. Voilà, comme ça. C'est bon là. Et puis aussi dans Blood and Gold. C'est le moment de disparaître. On pourrait recommencer une nouvelle vie. Et comment est-ce que tu vois les choses? C'est pas si simple, Sonia. J'ai des enfants. Oui, c'est étrange. Pour quelqu'un qui n'a pas de couilles. Sonia! Alors là aussi, ça a été assez incroyable. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que les gens qui me connaissent bien ont vu le film et il y a très peu de gens qui me reconnaissent. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir sorti une voix d'outre-tombe ou un truc qu'on ne sait pas d'où ça sort ou c'était une innovation. Non, pour moi, ça faisait partie des voix qui me semblaient, que j'ai, avec lesquelles je joue. Mais personne m'a reconnue. Ah ouais. Donc je suis trop contente. J'étais assez fière. Et ça, c'était génial à interpréter parce que ouais, c'est encore une autre facette. De moi, de mon jeu, ouais, je crois que c'est hyper personnel en fait quand on prête sa voix. Ça a un côté en fait, on est planqué derrière un micro, mais du coup, je pense que il y a une générosité en fait qui m'a assez marquée quand de voir à quel point on pouvait donner autant alors qu'on est seul devant un micro. Alors même si on a une équipe autour de nous, c'est pas une équipe de tournage, c'est pas une équipe sur scène, et pourtant on a l'impression d'être avec plein de gens en même temps. Je sais pas, il y a un truc ouais, hyper généreux et puis très personnel aussi. On va terminer par un ou deux même petits sujets d'actualité. Je vais décider en cours de route. On va voir. Ton sentiment sur le développement de l'intelligence artificielle, en sachant que tu peux forcément être impacté Bien par sûr. rapport au doublage. Mais par exemple, pour les spectacles vivants comme le théâtre, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut venir percuter un peu cet univers-là? Je pense que oui, bien sûr, il y a des choses qui déjà sont en route et qui se font déjà et qui vont se mettre en place. Mais alors, pour le théâtre, c'est particulier. Je pense que ce sera en complément, en fait. Je pense pas que ça remplacera. Je pense que ce sera en complément et puis ce sera au choix de chacun, en fait, à la curiosité, déjà de voir ce qui se fait sur scène avec une IA. Mais je pense qu'il y a quand même le côté comédien sur scène qui est vrai, quoi, qui est authentique, qui fait que les gens vont apprécier, continuer à voir sur scène. Je pense que c'est un peu comme les nouvelles choses qui se sont mises en place, quoi, les choses qui se sont développées, où il y a des trucs où on reste encore à l'ancienne école, et puis il y a le truc un peu plus perfectionné qu'on kiffe parce que c'est moderne et qu'on appuie sur des boutons et que ça fait tout seul. À ce niveau-là, je pense que j'imagine que ce sera plus comme ça. Ce sera un peu le côté « Waouh, regarde, en fait, il y a personne, c'est que des hologrammes, c'est des machins, ces trucs, tout a été reconstitué, on a l'impression qu'on y est. » Et puis le côté de « Waouh, regarde, c'est des vrais gens sur scène. On les sent, on peut les voir, on prend les postillons, tout, c'est génial. » Enfin, il y a un côté... Covid et tout. Voilà, c'est ça. Il y a un côté authentique. Je pense que on va pas chercher la même chose. Après, pour ce qui est du doublage, oui, bien sûr, évidemment que ça fait flipper, surtout que je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être vite remplacées. Là, sur l'audio-description, par exemple, que j'ai enregistré il y a 2-3 jours, bien sûr qu'il pourrait prendre une voix artificielle, c'est évident. Beaucoup, hein. Et ce qui fait beaucoup, mais... Pour la petite anecdote, parce je pense que c'est intéressant, on va la donner, celle-là. Donc, l'audio-description que tu as eu à réaliser il y a 2 jours, c'est pour une série d'animation qui sera donc sur Prime l'an prochain. On a décidé, nous, et le client qui nous a passé la commande, d'humaniser ça, d'enregistrer donc une comédienne, en l'occurrence toi. Nous, on y a mis un petit peu de narration et Ouais. un peu de vivant.
Mais ce même client-là, pour me donner des références, m'avait donné tout un tas de programmes à regarder en audio description. Et notamment un qui est La Maison Usher, sur Canal+, j'allais dire, sur Netflix, pardon. Et en fait, au bout de, 10 secondes d'écoute, je me suis rendu compte que c'était la voix de GPS. C'est la voix de GPS qu'on a tous dans notre bagnole et qui lit, en fait, c'est un text-to-speech, en fait. Et ben ça, c'était leur ref. Et ça, c'est flippant, parce qu'on se dit que le niveau aussi de culture des gens, on a beaucoup parlé de culture générale dans les émissions précédentes, quelque chose de très très important dans tous les métiers qu'on a pu évoquer jusque-là. Je pense que c'est valable également pour l'audience, pour les gens qui nous écoutent ou qui mangent les programmes qu'on leur donne, etc. Il faut qu'ils puissent avoir un sens critique, un regard sur la qualité des choses, mais sur la ligne éditoriale également. Et si on les habitue à ça, à dire tiens, tu vas manger du text-to-speech et tu vas manger ta voix de GPS pendant 1h30 ou même pendant une série de 10 épisodes de 1 heure chaque épisode, ils vont le manger et puis on en restera là. Et oui, puis voilà, quoi. Oui, c'est possible. Ça, c'est, mais c'est ça, voilà, c'est toutes ces. Alors, c'est pas des. J'allais dire des petites choses, en fait. Je pense qu'ils vont commencer à gratter par là, quoi. Et ce qui est dommage, parce que je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire qui pourraient être intéressantes, mais qui pourraient compléter, en fait, et qui pourraient aider. Ça pourrait être des nouveaux supports pour justement mettre en avant le boulot des ingé-sons, du DA. Je pense qu'il y a plein de choses, je vois, dans une autre mesure. Enfin, rien à voir, mais c'est-à-dire que ma sœur, elle travaille à l'hôpital, elle est infirmière, et il utilise l'IA, et il l'utilise, en fait, pour des choses qui demanderaient une nouvelle personne, et cette personne-là ne pourrait pas s'occuper des patients. Donc là, c'est génial de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'un truc qui est pas humanisé, on va dire, pour que justement l'infirmière à la place, elle puisse s'occuper du patient directement, et tout ce qui est plus technique, c'est une IA qui le fait à la place. Ça, c'est cool, ça complète, ça enlève pas le poste de quelqu'un, mais au contraire, ça laisse des disponibilités à la personne pour faire réellement son métier. Et je me dis pourquoi on pourrait pas le dupliquer ça sur les autres métiers, en fait. Et parce que ça existe évidemment, et qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis le temps et qui nous ont servi, et qui faisaient peur aussi à une époque, quoi. Et même des choses dont on revient. Je vois tout ce qui est vinyle. Maintenant, les gens, ils achètent des vinyles qui sont tout neufs, tout nickel, que les mecs ont bien dégueulassé pour retrouver le vieux son d'avant, quoi. Donc peut-être qu'on va faire ça avec les comédiens aussi. On sera vintage maintenant. On va nous dégueulasser pour avoir les trucs authentiques. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui vont rester. Par contre, effectivement, tout ce qui peut paraître plus simple et qui ne l'est pas, mais voilà, tout ce qui est livre audio, les pubs, tout ça, les mecs ils disent moi ça va, une IA peut le faire rapidement. Et je me souviens d'un jour, j'étais en train de tourner en fait pour un film institutionnel, et en fait le studio venait de recevoir justement des trucs par rapport à ça, et c'était il y a plus de 2 ans. Donc on en parlait bien sûr, mais on en parlait vraiment dans les métiers, mais on en parlait moins dans la vie de tous les jours. Maintenant on en parle énormément. Et le mec regarde la démo, et en fait il m'appelle, et il me dit regarde Marion, c'est ça qui va te remplacer. Il me dit bientôt on pourra plus vous embaucher, on aura ça. Et là je vois une nana, il avait rentré tous ces critères de voix, de ton, comment elle bougeait et tout ça. Alors c'était il y a 2-3 ans, donc c'était un peu robotisé, mais on se disait on en est là. Ça va être quoi dans 5 ans, vu comment ça progresse. Et là, j'ai flippé. Là, j'ai fait, ah oui, très bien. Bon, et puis hop, j'ai switché sur autre chose, parce que là, c'est flippant. Et même lui, il était fasciné par ça, et il avait pas l'intention de me remplacer. Mais il m'a dit, un jour, on nous demandera de vous remplacer par ça. Et c'était flippant. Et c'était il y a plus de 2 ans, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir se battre pour rester en place, quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ça va, il y a eu que 2 fois. Ouais, ça va, j'aurais pu faire mieux. Hein. Ça va, j'étais même un peu déçu. Ah, désolé. Moi, je m'attendais à une expression. L'effet micro. L'effet micro, parce que oui, Marion a inventé le championnat du monde d'expression détournée, faut le savoir. Et en plus, elle le dit de façon très sincère. C'est ça qui est encore plus drôle. Oui, je suis en train de sortir un album là-dessus. Surveillez, ça va bientôt paraître. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était chouette. Et on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt. Salut.